Voici la carte du grand partage de l'Afrique. En 1914, seuls 2 pays avaient échappé à la mainmise européenne. Le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. L'Angleterre s'était taillé la part du lion, l'Égypte et le Soudan au nord, l'immense richesse de l'Afrique du sud, des colonies de valeur comme la Rhodésie et le Kenya, et des territoires fortement peuplés comme le Nigeria et la Côte de l'Or. La France occupait l'Algérie depuis 1830. À présent, après de nouvelles guerres de conquête, elle ajoutait d'autres colonies à son empire au sud du Sahara, y compris l'île de Madagascar. Le petit Portugal se taillait à 2 vastes colonies, l'Angola et le Mozambique, tandis que l'Allemagne impériale s'empara du Cameroun et du sud-ouest africain et sur la côte orientale du Tanganyika. Le vaste bassin du Congo tomba entre les mains du roi Léopold de Belgique. L'Italie et l'Espagne complétaient le reste. La face du continent se trouvait intégralement modifiée. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. La cupidité de nos banquiers est sans limite. Ils n'hésitent pas à s'enrichir au détriment des plus pauvres. La spéculation sur les denrées alimentaires affame des millions d'êtres humains. Dites stop. Signez l'initiative sur solidar.ch. Alors un nouveau chapitre de la confrontation des civilisations a commencé le long de ces rivages tropicaux. Durant les années précédentes, les Européens étaient venus pour y faire de bonnes affaires, mais en cette fin du 19e siècle, ils voulaient davantage, bien davantage. Les anciens comptoirs de commerce avaient longtemps été un lieu de rencontre pour les commerçants maritimes européens et les Africains. Vers les années 1880, cette association entre blancs et noirs était définitivement compromise par un changement dramatique. Les Européens entreprenaient de nouvelles conquêtes au-delà des mers. Les pays industrialisés, France et Grande-Bretagne en tête, avaient commencé à envahir le continent noir, chacun espérant y trouver de nouvelles sources de matières premières pour ses usines, de nouveaux marchés pour ses produits et de nouvelles positions stratégiques face à ses rivaux. Jacques Foccart partage le pouvoir avec d'autres sur les affaires françaises, mais il a son domaine réservé, où il est le seul à conseiller et à influencer De Gaulle. L'Afrique. L'Afrique, sa compétence personnelle, son jardin privé. Il en connaît les hommes, les principales ethnies, les mœurs et les coutumes. Il y est respecté, il y est craint. Gilbert Bourgeot, Henri Thomas,
Saïd Mustafa Madjou, Mogonga. Une seule et même personne se cache derrière ces noms, Robert Denard, dit Bob. Il est le plus connu des mercenaires français. Il a traversé les époques, les continents et les conflits. En Afrique, Bob Denard fut l'un des acteurs les plus bouillants de la guerre froide. Les batailles, c'était avec et sans bavure. 40 ans de combat pour de bonnes et de mauvaises causes. Il a fait le coup de feu, il a tué, directement ou par personne interposée. Du sang sur les mains, Robert Denard en a forcément. À peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain. Après l'opération Serval qui devait s'achever en juillet dernier, le président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1600 soldats français. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 selon le classement de l'indicateur de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique, utilisé lors de nombreuses interventions militaires dans la région. Un intérêt pétrolier indiscutable des Français qui se disaient bah tiens, si on met la main sur le pétrole, ça serait pas mal. En réalité, la guerre du Biafra, c'est une guerre entre les compagnies pétrolières, je dirais, anglophones et les Français. On peut habiller ça comme on veut, mais le fond de l'histoire, il est là. Au prix de milliers de vies. Pardon? Au prix de milliers de vies. Ah oui, ça c'est sûr. Ce qui était vrai pour l'Empire français l'était aussi pour toutes les autres colonies. Dans la Côte de l'Or, le cacao était le produit qui, à lui seul, rapportait autant d'argent que toutes les exportations des colonies. Le cacao était totalement cultivé et récolté par des Africains qui devaient le vendre aux Anglais et à des acheteurs étrangers. Tous s'entendaient pour le payer un prix artificiellement bas. Les agriculteurs du Ghana, à l'époque la Côte de l'Or, firent si bien qu'ils devinrent les plus grands producteurs de cacao du monde et donc de chocolat que les Africains ne consommaient pas. Mais les bénéfices étaient loin d'être partagés équitablement. L'historien ghanéen Adou Boahen nous dit: Sans aucun doute, les agriculteurs étaient escroqués. Les prix du cacao n'avaient aucun rapport avec ceux des marchandises importées. Nous n'avions pas notre mot à dire dans l'établissement des prix de nos propres marchandises, ni sur le prix des marchandises que nous importions. La plupart des fonctionnaires coloniaux étaient de braves gens, fidèles à leurs idéaux et qui travaillaient dur. Et vous êtes porté volontaire pour cette expédition? Oui, monsieur. Pour quelle raison? Parce que j'aime l'Afrique et en même temps j'aime secourir les gens. D'autant plus les Européens qui sont ici. Pourquoi d'autant plus les Européens? Parce que les Noirs n'en valent pas la peine. Parce que les Noirs n'en valent pas la peine. Vous
Ça, je ne vous dis pas le contraire. À partir du moment, par exemple, où vous récupérez des minerais qui vont être traités ensuite en France, à partir du moment où vous extrayez du pétrole et que c'est du bon... Enfin, à partir du moment où vous avez des activités qui sont des activités qui vont apporter à l'économie française un développement, ben, évidemment, c'est une bonne justification quand même. Hein. Alors vous me direz, oui, mais peut-être que la partie amont a peut-être été très morale. C'est vrai, mais les autres font pareil. Alors je me dirais, c'est pas une excuse. Hein, ça c'est vrai. Mais il faut... le monde n'est pas un monde angélique. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Sur le moment, on ne se pose pas de questions, puis après, en y repensant, on se dit quand même, est-ce que c'était bien ou mal? Et puis on se dit, bon, quand même, c'était pour la France, comme on dit. On accordait le droit aux Algériens d'aller travailler leurs champs 4 heures par jour, mais comme en général ces camps se trouvaient à des kilomètres de leurs champs, ils ne pouvaient pas y aller. Donc. Et donc toutes les personnes prises les armes, sans armes ou avec les armes à la main dans ces zones interdites étaient déclarées faits de la guerre. Voilà, donc soit éliminés tout de suite, soit suspectés, emmenés dans un camp, torturés et descendus. Et ça on l'oublie complètement. Non seulement la France reste sourde à l'ONU, mais elle réintroduit un décret à abroger à la libération de Paris par de Gaulle la responsabilité collective. Ainsi, chaque habitant d'un village est tenu responsable d'actes d'un des siens. Les Algériens, considérés comme suspects, se trouvent internés sans jugement sur ordre du préfet. Un civil, Pierre Leclerc, qui partage la responsabilité du camp de Joffre, dénonce les mauvais traitements infligés aux prisonniers. Il termine son rapport en évoquant sa honte d'être français. Très vite, il est victime de menaces devant son fils. Des officiers sont venus chez nous, sont passés devant nous, je dirais, sans nous saluer, ont occupé pratiquement la maison, se sont installés avec mon père dans une pièce, un petit bureau annexe, et nous avons entendu les éclats de voix, les menaces. Bon, ça s'est très mal passé. Du reste, notre père a relaté sa conversation immédiatement après. Enfin, il était très secoué par cette affaire. Et c'était une menace de mort, très directement. Mais ça lui a été dit. Nous avons entendu dire, si vous restez ici, de toute façon, vous disparaîtrez, et tout ça, ben, on mettra ça sur le dos d'une attaque du camp ou quelque chose de semblable. Despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn.
to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out. Foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out, because it offsets the balance. Noël nous a emmené visiter toutes les pièces de cette grande maison, même si normalement c'est interdit aux gens du peuple. Voilà, alors ici ça s'appelle la salle des fêtes. C'est l'endroit le plus somptueux de l'Assemblée nationale. C'est là où, au XVIIIe siècle, se faisaient de grandes fêtes, quand ça appartenait à la noblesse française. Et c'est devenu un palais de la République. C'est vraiment incroyable. Il y a de l'or partout. C'est vraiment une drôle de maison. Chez nous, en Papouasie, il y a beaucoup d'or, de gaz et de pétrole. Les Blancs, ils viennent le prendre sur nos terres. Nous, on s'est toujours demandé où vous emmeniez tout ça. Mais maintenant que nous sommes chez vous, on voit bien que vous construisez des maisons tout en or. Alors, ça veut dire que cet or, vous le prenez chez nous pour l'emmener ici et développer votre pays. Est-ce que le racisme existe vraiment encore en France? Il a quand même diminué d'une certaine manière. On n'est plus au temps de l'esclavage, de la colonisation, voire même des croisades, où le regard sur le monde était d'une violence, cette fois-ci, je dirais, collectif. Par contre, au niveau individuel... Le problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que dans le monde, il y a deux sortes de victimes. Il y a les Européens, les Blancs et les autres. Et ils n'ont pas la même valeur. Et je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le fait que nous, Européens, on est des colonialistes depuis 5 siècles. On a colonisé l'Amérique latine, on a exterminé les Indiens, ramené 16 tonnes d'or et d'argent
vers l'Europe qui ont servi au décollage du pré-capitalisme à partir du XVIe siècle. Et ça a laissé des traces. L'Église disait, c'est pas grave de tuer un Indien, ils n'ont pas d'âme. Ça, c'était la doctrine officielle de l'Église pour justifier les violences et le pillage économique qui était commis. On a redit la même chose après sur les Noirs. Avec la traite des esclaves, c'était permis, les Noirs n'avaient pas d'âme, c'était comme des animaux. Donc, toute cette mentalité coloniale a laissé des traces. Moi, dans les années 50, j'étais élevé chez les Jésuites, avec une famille bien bourgeoise et réactionnaire, et au catéchisme, on m'apprenait « les Noirs sont par nature indolents et paresseux ». J'ai encore cette phrase qui me trotte dans la tête. Les Noirs sont par nature indolents et paresseux. Les Arabes étaient bien entendu fourbes, les Chinois aussi, et donc finalement il n'y avait que les Blancs qui étaient vraiment bien. Donc on a été élevés là-dedans. Maintenant les choses sont moins crues, plus hypocrites peut-être. Mais je crois que toute cette longue tradition, elle doit bien se résumer par cette idée. C'est Régis Debray qui a exprimé ça d'une très jolie façon. Il a dit à propos des intellectuels français et européens, ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous la tête est restée coloniale. J'aime bien cette phrase parce que je pense qu'elle montre tout le travail qu'on a à faire par rapport à cette éducation qu'on a reçue à l'école, à la télé, autour de soi. Il y a le mépris de l'homme blanc pour les autres. Je vais commencer par vous dire qu'il y a une image qui a été trop longtemps véhiculée sur l'Afrique par le monde occidental. L'image d'une Afrique pauvre, d'une Afrique arriérée, d'une Afrique non civilisée, d'une Afrique sans histoire, sans gloire, sans héros. Il suffit de se rappeler les mots tragiques d'un président français dernièrement à Dakar en 2007, pour ceux qui se rappellent, qui avait dit que le problème de l'Afrique c'était de sans cesse ressasser, de vouloir sans cesse répéter, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'était de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. Donc voilà la conception occidentale de l'Afrique. Et il faut décoloniser aujourd'hui l'histoire de l'Afrique. La civilisation africaine, elle n'est pas née avec l'arrivée des colons occidentaux là-bas. Je dirais même plutôt que c'est le début de son déclin qui a commencé à ce moment-là. Et simplement aujourd'hui, des historiens très compétents sont en train de faire le travail de réhabilitation, d'éducation auprès de la jeunesse de cette vraie histoire du continent africain. Je vous montre simplement ce livre pour les gens que ça intéresse, Africa Unit. L'Afrique, elle a des langues. Elle n'a pas que des dialectes ou des patois, comme on entend. Le Swahili, par exemple, est aujourd'hui autant parlé que l'allemand dans le monde. Le Lingala est parlé 3 fois plus que le norvégien dans le monde. Donc c'est pas des dialectes ou des patois. L'Afrique a eu des royaumes aussi. Au Mali, au Bénin, on connaît. Et pas simplement des tribus, comme souvent on l'entend dire. L'Afrique a aujourd'hui des nations et pas des ethnies, qui est ce concept utilisé géopolitiquement pour maintenir une politique du diviser pour mieux régner. Enfin, le dernier point historique, on sait qu'en 1776, il y a eu la Révolution américaine contre l'Empire britannique. En 1789, il y a eu la Révolution française. Mais on oublie souvent la 3e révolution historique qui a eu lieu à l'époque, en 1804, qui est la création de la République haïtienne, donc la première république noire, fondée par des descendants d'esclaves avec Toussaint Louverture, et qui a été les prémices à un mouvement de libération continentale qu'on appelle le panafricanisme. En juillet 2016, donc, vous avez le Nigeria qui a inauguré son premier train à grande vitesse d'Afrique de l'Ouest, qui relie Abuja à Kaduna, donc vous voyez Abuja à Kaduna ici,
Ça, c'est un autre projet qui a été signé justement entre le gouvernement du Nigeria et le géant du rail chinois, China Railway Construction Corporation, qui a un contrat de 12 milliards de dollars pour la construction d'une ligne ferroviaire de 1400 km. 1400 km, 200 000 personnes vont être embauchées pour réaliser ce projet. 200 000 personnes, donc comme on l'a vu, 89% seront africains. Et une fois le projet réalisé, c'est 30 000 salariés qui bosseront à plein temps sur ce projet. Deuxième exemple, donc là, c'est l'Éthiopie. Donc là, vous avez le premier train à grande vitesse en Éthiopie qui était inauguré en octobre 2016. Donc qui est long là de 753 km et permet au train de réduire la durée du trajet entre Djibouti donc, et la capitale éthiopienne Addis Abeba à seulement 10 heures contre 7 jours auparavant. On passe de 7 jours à 10 heures pour aller de Djibouti à la capitale éthiopienne. Donc c'est révolutionnaire. En septembre 2015 a été inauguré donc le premier métro d'Afrique subsaharienne, donc qui relie l'aéroport justement à la capitale. Et c'est également un projet qui a été financé entièrement par la Chine, enfin 85%, par la Banque d'exportation et d'importation de Chine, pour un montant de 475 millions de dollars, ce qui est rien du tout, et réalisé par la, encore une fois, China Railway Engineering Corporation. Donc c'est 31 km de lignes de métro, 39 stations, et c'est 60 000 passagers par jour. Donc ça a apporté vraiment une révolution par rapport aux bouchons qu'il y avait avant. Et enfin, pour finir, peut-être le plus beau, voilà, donc ça c'est le dernier exemple, c'est le financement par la Banque Exim à 90% du premier train à grande vitesse du Kenya pour 3 milliards 8. Ça a été inauguré le 31 mai 2017, donc là il y a quelques mois, grâce à la Chine également. Le président du Kenya, M. Kenyatta, a pu inaugurer dans une ambiance très festive la ligne ferroviaire de 472 km qui relie la capitale à Mombasa, le plus grand port d'Afrique de l'Est. Vous voyez ici. Cette ligne de chemin de fer est le plus grand projet d'infrastructure entrepris par le Kenya depuis son indépendance en 1963. Donc là, vous voyez Concelia Were, donc est une jeune de 23 ans, elle est ingénieure électrique et elle parle couramment le chinois et a été l'une des 8 femmes à avoir été formées pour être les premières conductrices de locomotives au Kenya. C'est même elle qui a fait le premier voyage officiel avec le président à bord du train. Et d'après mes calculs et d'un point de vue purement économique, le sourire de cette Kenyane vaut 1000 fois plus que tous les produits dérivés de la planète finance, car il est l'expression même du nouveau paradigme lancé par Xi Jinping et son projet Une ceinture, une route. Ensuite, vous voyez les formateurs en train de former justement les Kenyans. Donc ça, c'est les 66% de formation professionnelle. Donc là, c'est l'histoire de Joseph, qui est un vendeur de tickets de bus, qui avait une formation d'ingénieur et qui n'avait pas trouvé de travail. Et grâce au projet, il a été formé donc, pour pouvoir poser des pylônes justement le long de la ligne de chemin de fer par son formateur. Et dans ce documentaire, il y a vraiment des choses très touchantes. Vous avez toute une discussion entre le formateur et lui, et parce qu'il travaille très dur. Les formateurs chinois sont très très stricts. Et donc les Chinois font bien le boulot et le formateur lui dit voilà, quand je serai plus là, quand nous on sera plus là, faudra jamais négliger tout ce qu'on vous a appris, tous les tests, chaque étape est fondamentale dans ce genre de grand projet. Et je te pose la question, est-ce que tu comprends pourquoi on est si strict avec toi? Et lui donc répond non. Et lui dit parce que tu es le premier Kenyan, une nouvelle génération va naître pour faire ces grands projets. Et si tu ne le fais pas bien maintenant, tu pourras pas l'enseigner à tes compatriotes. Donc ça c'est vraiment magnifique Donc voilà, ça c'est la formation en résistance des matériaux, par exemple, dans les laboratoires. Il y a plus de 6 grands laboratoires de recherche scientifique qui ont été créés. Et là on voit une scène également où on teste la pression sur les rails. Je vous laisse un petit peu apprécier. Donc vous pourrez trouver ça sur Internet, c'est vraiment un documentaire exceptionnel. Donc il faut savoir que sur ce projet, en fait, c'est 46 000 emplois qui ont été créés pour les Kenyans. Ils ont travaillé parfois jour et nuit. On voit là les Kenyans qui ont été formés, qui forment à leur tour leurs compatriotes. Et il a été réalisé dans un temps record, donc en moins de 1000 jours. Donc c'est quand même assez rapide. Et ce que disent les Chinois, c'est que les Kenyans étaient tellement enthousiastes que s'ils les avaient écoutés, ils n'auraient pas demandé à bosser 35 heures, mais plutôt bosser 80, 100 heures, tellement ils étaient impatients que ça arrive, ils étaient tous très motivés. Donc là, on voit le président inaugurer donc le 31 mai 2017. Donc ça a quand même nécessité la création de 79 nouveaux ponts dans la région, 33 stations le long de la route pour 2 ans et demi de travail. Donc on voit aujourd'hui l'inauguration avec Concelia qui conduit le train donc pour la première fois, à 23 ans.
première historique pour le Kenya. Donc présent lors du forum Une ceinture, une route qui a eu lieu à Beijing, le président du Kenya, M. Kenyatta, a obtenu une promesse. Je laisse un petit peu les images, elles sont magnifiques. Ah oui, tu peux repasser au slide, du coup. Donc il était présent donc, au sommet à Beijing, M. Kenyatta, il a obtenu une promesse de financement supplémentaire, donc pour 3 nouveaux milliards et demi de dollars, pour poursuivre la ligne. Donc là, celle dont on a parlé, elle va de ici à ici. Et donc là, ils ont eu les budgets nécessaires pour aller jusqu'à Malaba, donc à la frontière ougandaise. Et ça, c'est les prémices de ce qui va être une révolution en Afrique, c'est-à-dire le premier chemin de fer transcontinental qui ira probablement donc de Mombasa jusqu'à Pointe-Noire de l'autre côté. Donc à l'occasion d'un sommet Chine-Afrique en 2012, qui est organisé tous les 3 ans, Li Keqiang, le Premier ministre chinois, avait déclaré, je le cite, qu'il rêvait de voir toutes les capitales africaines interconnectées. C'est vraiment le mot très présent dans la politique chinoise, l'interconnectivité, grâce à des trains à grande vitesse, afin de renforcer l'intégration régionale et le développement. La Chine est prête à coopérer avec l'Afrique pour transformer ce rêve en réalité. La Chine est prête, et c'est le défi que nous venons lancer aujourd'hui à la France, d'enfin voir l'Afrique avec les yeux du futur. Voilà, merci. L'objet de cet entretien, ce petit déjeuner sur l'Algérie de demain, c'était montrer à un public français et à un public à la fois constitué par des entrepreneurs et la diaspora que l'Algérie allait être demain un très très grand pays. Un très grand pays. Et qu'il ne faut pas s'arrêter à des anecdotes, qu'il ne faut pas s'arrêter à du conjoncturel. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Il y a quatre facteurs, 4 tendances lourdes qui vont lui donner à ce pays un relief particulier. C'est la montée en puissance de l'Afrique. Et si l'Afrique monte en puissance, eh ben, l'Algérie se trouve l'interface avec le Maghreb, entre l'Europe et l'Afrique. Et le forum le forum Algérie-Afrique, le 4, 5, 6 décembre a été un grand succès. Moi, je suis sorti étourdi de voir la puissance de 4 000 à 5 000 personnes. J'ai jamais vu ça.